Ma famille célébrait l'anniversaire de mariage de mon frère, mais lorsque je suis allé aux toilettes, une femme s'est approchée et m'a dit « Votre belle-mère a mis quelque chose dans votre verre ». J'ai donc secrètement échangé les verres. 20 minutes plus tard, tout le monde était sous le choc. Samedi dernier, ce qui devait être un dîner de famille normal a pris une toute autre tournure. Mon frère et sa femme fêtaient leur 3e anniversaire de mariage, et mon père avait insisté pour que nous nous réunissions tous dans ce restaurant chic du centre-ville. Il avait même payé l'addition à l'avance, donc tout ce que nous avions à faire était de nous présenter, de sourire et d'être polis. J'aurais dû savoir que ce ne serait pas si simple. Je suis arrivé seul, ma petite amie devait travailler de nuit et, honnêtement, y aller en solo ne me dérangeait pas. Les événements familiaux sont généralement tendus pour moi. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans, et mon père s'est remarié moins d'1 an après. Sa nouvelle femme, ma belle-mère, n'a jamais vraiment essayé de cacher le fait qu'elle ne m'aimait pas. Elle avait 2 enfants et elle a bien fait comprendre que j'étais le vestige de sa vie passée. Pourtant, j'y suis allé pour mon frère. Lui et moi ne sommes plus très proches, mais nous avons toujours eu un respect mutuel. Il n'est pas du genre à se mêler des drames, et ce dîner était censé être pour lui et sa femme, pas pour le reste d'entre nous. Le dîner a bien commencé. Nous étions assis à une longue table dans un salon privé du restaurant. Le vin coulait à flots, les amuse-gueules circulaient et les gens riaient. Ma belle-mère était assise en face de moi. Elle souriait plus que d'habitude, pas à moi bien sûr, mais en général. Elle était d'une humeur étrange, presque enjouée. J'ai remarqué qu'elle a proposé de me servir elle-même, versant une généreuse dose de vin rouge dans un verre juste devant moi. Je l'ai remerciée, bien que confus. Ce genre de geste n'était pas son style. Environ 15 minutes plus tard, je me suis excusé pour aller aux toilettes. C'est là que c'est arrivé. Alors que je me lavais les mains, une femme d'une 30aine d'années s'est approchée de moi. Je ne la reconnaissais pas de notre table. Elle avait l'air nerveuse. Elle s'est penchée et m'a dit à voix basse, « Ne buvez pas ce qu'il y a dans votre verre. Votre belle-mère y a mis quelque chose. » Juste comme ça. Sans explication, sans plus de détails. Elle est partie avant que je puisse dire un mot. Je suis resté là, figé une seconde. Je me suis sincèrement demandé si j'hallucinais ou si elle s'était trompée de personne. Mais la façon dont elle m'a regardé, calme, sérieuse, pressante, quelque chose semblait réel. Je suis donc retourné m'asseoir comme si de rien n'était et j'ai regardé la table. Mon verre de vin était toujours là, intact. À côté, un verre presque identique, celui de ma belle-mère, dans lequel elle venait de boire une gorgée. J'ai attendu qu'elle soit distraite par une conversation avec mon oncle, je me suis penché comme pour prendre du pain, et j'ai nonchalamment échangé les verres. Personne n'a rien remarqué. J'ai continué à discuter, faisant semblant de siroter mon verre de temps en temps, mais je n'y ai pas touché. Je gardais les yeux sur le sien. Elle a finalement fini son verre. Environ 20 minutes plus tard, c'est arrivé. Elle s'est agrippée le ventre au milieu d'un rire et a soudainement laissé tomber sa fourchette. Son visage est devenu blême. Quelqu'un a demandé si elle allait bien, mais elle ne pouvait pas répondre. Elle a commencé à avoir des hauts-le-cœur, puis la panique s'est répandue sur la table comme une vague. Mon père s'est levé, quelqu'un a crié son nom, le serveur s'est précipité. Elle a glissé de sa chaise et s'est effondrée là, dans le restaurant. Des gens ont crié. La femme de mon frère a attrapé son téléphone et a appelé le 911. Quelques clients se sont écartés pour libérer l'espace autour d'elle. Je suis resté assis, pas figé, juste immobile, parce que je savais ce qui venait de se passer, et personne d'autre ne le savait encore. Le restaurant s'est vidé rapidement après que l'ambulance l'a emmenée. Mon père est parti avec elle, toujours sous le choc, marmonnant pour lui-même comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. Mon frère semblait abasourdi lui aussi, bien que plus confus qu'effrayé. Personne ne comprenait ce qui s'était passé, sauf moi. Je n'ai rien dit tout de suite. Je ne voulais pas être celui qui crie des accusations dans un lieu public sans preuve. Mais je ne suis pas rentré chez moi non plus. J'ai conduit directement aux urgences et je me suis assis dans la salle d'attente, observant à travers la vitre les médecins et les infirmières s'agiter. Finalement, une infirmière est sortie et a dit qu'elle était stable. Une sorte de réaction, ont-ils dit. Peut-être une intoxication alimentaire, peut-être une interaction médicamenteuse. Ils n'étaient pas encore sûrs. Les résultats toxicologiques étaient en attente. Pendant que tout le monde essayait de comprendre ce qui s'était passé,
j'étais assis là, pensant à ce que cette femme m'avait dit et pourquoi ma belle-mère, de toutes les personnes, ferait une chose pareille. Et puis je me suis souvenu du testament. Quand ma mère est morte, elle m'a laissé un petit fonds en fiducie. Rien d'énorme, assez pour un apport pour une maison, peut-être des études supérieures. Mon père en était le gardien jusqu'à mes 25 ans. Le problème, c'est que ma belle-mère a toujours détesté que ses enfants n'aient rien eu, et elle a fait connaître ses sentiments. Quand j'ai reçu l'argent l'année dernière, elle a dit que ça créait une division dans la famille, que c'était injuste que j'ai reçu de l'aide alors que ses enfants devaient lutter. Le truc, c'est que je ne m'en suis pas vanté. Je l'ai utilisé pour acheter un petit appartement, rembourser une partie de mes dettes étudiantes et je suis resté discret. Mais ma belle-mère a toujours eu cette étrange obsession du contrôle. Si quelque chose n'allait pas dans son sens, elle trouvait un moyen de remuer le couteau dans la plaie. Récemment, j'avais entendu par une cousine, lors d'une de ces conversations de ragots familiaux, qu'elle disait aux gens que je lui devais de l'argent, que mon appartement était techniquement grâce à mon père, et donc à elle, et que je devrais être plus reconnaissant. J'ai ignoré ça, c'était mesquin, mais maintenant, ça ne semblait plus si anodin. Ce qui a vraiment fait tilt, c'est un petit détail. Il y a 2 semaines, mon père m'a demandé de passer pour l'aider à installer une imprimante. En arrivant, j'ai remarqué des papiers ouverts sur la table. Je ne les ai pas lus, mais j'ai vu mon nom et quelques chiffres financiers. Quand je suis entré, ma belle-mère s'est précipitée et a balayé les feuilles dans un tiroir, maladroitement, comme si elle avait été surprise. À l'époque, j'ai pensé qu'elle essayait peut-être de me faire co-signer quelque chose, ou de demander un prêt à mon nom. Ce ne serait pas la première chose louche qu'elle ait tentée. Mais ça semblait plus grave. De retour à l'hôpital, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu, j'ai fait ce que j'ai pu. Fais attention, elle n'a pas fini. Pas de nom, pas de photo de profil. Juste ça. Et alors que j'étais assis là, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était mon frère cette fois, où es-tu? Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que je ne savais pas quoi dire, ni à qui faire confiance. Tout ce que je savais avec certitude, c'est que la personne que tout le monde considérait comme l'hôte parfaite ce soir-là venait d'essayer d'empoisonner quelqu'un à moi. Et maintenant, elle était aux urgences parce que j'avais été plus malin qu'elle. Et si la toxicologie le confirmait, cette histoire n'allait pas se terminer en silence. L'hôpital a appelé 2 jours plus tard. Pas moi, mon père. Il a transmis les informations de base dans la discussion de groupe familial, agissant comme si tout allait bien. Il a dit que ma belle-mère avait eu une sorte de mauvaise réaction au vin et aux fruits de mer, qu'elle était sortie de l'hôpital et se reposait à la maison. Aucune mention des résultats toxicologiques. Aucune mention de poison. Je suis resté silencieux. Je ne voulais pas exploser dans une conversation de groupe et passer pour le paranoïaque. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai donc contacté quelqu'un qui pourrait en savoir plus, ma cousine, Jenna. Le père de Jenna est un policier à la retraite. Elle travaille dans l'administration hospitalière et a gardé quelques contacts. Elle n'était pas au dîner, mais elle avait entendu parler de ce qui s'était passé par son père, qu'il avait appris d'un ami du commissariat local. Et c'est là qu'elle m'a envoyé un texto qui a tout changé, ce n'étaient pas les fruits de mer. Ils ont trouvé des benzodiazépines dans son système. Forte dose. J'ai fixé le message pendant un long moment. Ce n'est pas quelque chose que l'on ingère accidentellement. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans le vin. C'est un comprimé, écrasé ou dissous. Elle avait essayé de me droguer. Pas de me tuer, du moins pas immédiatement. C'est ce qui rendait la chose encore plus effrayante. Si elle avait voulu m'empoisonner directement, il y a des moyens plus rapides. Mais des benzodiazépines, c'est pour assommer quelqu'un, le rendre vulnérable, confus, docile. Ou même pour lui tendre un piège. Ce qui signifiait qu'elle avait des plans pour après que j'ai bu ce verre ce soir-là. Je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de repenser au dîner, à la façon dont elle avait versé le vin elle-même, comment elle m'avait observé, comment elle n'arrêtait pas d'essayer de me faire trinquer avec elle. Ce n'était pas anodin. Elle attendait que je le boive. Et puis il y avait la femme mystérieuse, celle qui m'avait prévenu. Qui qu'elle soit, elle avait été assez courageuse pour dire quelque chose, et assez prudente pour partir avant que quiconque ne la voie. Je ne savais toujours pas qui elle était, ni comment elle était au courant, mais le plus important était ceci, j'avais une preuve maintenant. Pas directe, pas admissible au tribunal, mais assez pour commencer à tirer les ficelles.
Et assez pour confronter mon père. Prudemment. Alors je l'ai appelé. Au début, il a tout balayé d'un revers de main, disant que j'imaginais des choses, que c'était une mauvaise interaction avec des médicaments qu'elle prenait déjà, que la nourriture du restaurant avait dû déclencher la réaction. Mais quand j'ai mentionné les médicaments spécifiques que l'hôpital avait trouvés, il y a eu un long silence. Puis il a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac, « Tu n'étais pas censé savoir ça. » C'est sorti doucement, d'une voix défaite. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il savait. Ou du moins, il s'en doutait. Il ne voulait juste pas y faire face. Il ne voulait pas croire que la femme avec qui il avait construit sa seconde vie avait essayé de faire du mal à son fils. Et maintenant, il la couvrait. Je n'ai pas discuté. J'ai juste raccroché. Parce que quelque chose me disait que ce n'était pas juste une histoire d'un soir. Cela s'était préparé, s'était planifié. Et il y avait quelque chose de plus profond en dessous. Quelque chose à propos du testament, de la fiducie, de la maison ou de l'héritage qu'elle essayait de sécuriser tout en éliminant les obstacles sur son chemin. J'ai donc pris rendez-vous avec une avocate et j'ai décidé que j'en avais fini de me taire. L'avocate que j'ai rencontrée, une certaine Rachel, était directe. Elle avait déjà vu des cas comme celui-ci, surtout dans les familles recomposées où les héritages deviennent compliqués. Je lui ai tout raconté, le dîner, les verres échangés, l'avertissement anonyme, la fuite des résultats toxicologiques et le demi-aveu de mon père. Elle m'a posé une question qui m'a marqué, « Avez-vous accès à des documents successoraux, ou votre père a-t-il fait des changements récemment ?» Ça a fait tilt. Ces papiers que j'avais vus sur leur table de salle à manger quelques semaines plus tôt, ceux que ma belle-mère s'était empressée de cacher, c'était peut-être plus que de la manipulation mesquine. Ça aurait pu être une fraude. Rachel a expliqué la possibilité, si ma belle-mère essayait de réécrire le testament dans le dos de mon père, ou pire, avec sa connaissance mais dans des circonstances douteuses, alors elle aurait besoin de ma coopération. Ou elle aurait besoin de me faire disparaître légalement. M'assommer aurait pu être la première étape pour me faire signer des papiers sous la contrainte. J'ai fait des recherches. Pas dans leur maison, je ne suis pas stupide. J'ai commencé par le site du service d'enregistrement des actes du comté et j'ai trouvé quelques documents publics intéressants. Mon père avait discrètement transféré la propriété partielle de sa maison dans une fiducie conjointe à son nom et au sien, il y a tout juste 3 mois. Cela n'aurait rien d'étrange, sauf qu'il nous avait promis, à mon frère et à moi, des années auparavant, que la maison serait partagée équitablement entre nous après son décès. Cette promesse, bien sûr, n'a jamais été écrite. Maintenant, elle n'existait plus. J'ai montré les documents à Rachel, et elle m'a dit qu'il était possible que ma belle-mère les poussait à consolider son contrôle, et que la prochaine étape logique serait de supprimer discrètement tout concurrent légal potentiel. Moi. À ses yeux, j'étais une menace. Je suis sorti de ce rendez-vous le cœur vide. Je ne pleurais pas sa trahison, je ne lui avais jamais fait confiance. Mais j'étais stupéfait de voir jusqu'où cela était allé, et à quel point mon père était devenu lâche. Le lendemain, j'ai reçu un texto de mon frère, et « Il faut que je te parle. » Pas au téléphone. « On peut se voir ?» J'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant à mi-chemin entre nos appartements. Il est arrivé l'air fatigué, pas coupable, juste épuisé. Il avait passé beaucoup de temps avec notre père cette semaine-là, essayant de maintenir la paix. Puis il m'a dit quelque chose qui a tout empiré. Il avait surpris une dispute entre notre père et notre belle-mère pendant qu'elle se remettait. Elle était furieuse. Pas à cause de ce qui s'était passé, mais parce que je n'avais pas bu le vin. Furieuse que le plan soit tombé à l'eau. Elle l'a dit comme ça. Il ne me l'a pas dit tout de suite parce qu'il ne voulait pas y croire lui-même. Mais après avoir vu comment tout le monde essayait de prétendre que ce n'était jamais arrivé, il a réalisé à quel point le déni était profond. C'est là que je lui ai dit que j'avais vu les documents de la fiducie, le transfert de la maison, et que j'avais engagé une avocate. Il n'a rien dit au début. Puis il a hoché la tête et a dit, « Si tu as besoin que je te soutienne, je le ferai. » Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un allié dans la famille. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un autre message de ce même numéro inconnu, « Elle pense que c'est fini, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as jamais été le seul. » Et avec ça, j'ai su que ça ne me concernait pas seulement moi. Ma belle-mère avait déjà fait ça avant, ou avait essayé. Je n'étais pas sa première cible, mais j'allais être la dernière. Ce dernier message me hantait.
Tu n'as jamais été le seul. Je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas m'arrêter de penser. Je ne savais pas qui l'avait envoyé, ni ce que ça signifiait. Mais j'avais une idée. Peut-être quelqu'un de son passé. Peut-être quelqu'un d'autre qu'elle avait essayé de manipuler. Mais si j'avais la moindre chance d'en découvrir plus, je devais essayer. J'ai donc fait un dernier pas. Avec l'aide de mon avocate, j'ai envoyé une demande formelle à mon père. Je voulais une réunion. Sans ma belle-mère. Juste lui et ses 2 fils. Ce n'était pas une exigence, c'était présenté comme une chance de clarifier les choses avant que la situation ne dégénère sur le plan légal. Il a accepté, à contre-cœur. Nous nous sommes retrouvés chez mon frère, en terrain neutre. Dès qu'il est entré, je l'ai vu sur son visage. Il savait que tout était sur le point de s'effondrer. Il n'y avait pas la défense paternelle habituelle, juste des yeux fatigués. Mon frère est resté silencieux pendant que j'ouvrais un dossier et que je mettais tout sur la table. La copie du rapport toxicologique, les documents publics montrant le changement de fiducie de la propriété, une chronologie des événements du dîner à l'hôpital, et enfin, une lettre préliminaire de mon avocate exposant les charges potentielles et les contestations légales si cela allait au tribunal. Mon père n'a pas essayé de nier quoi que ce soit. Il n'a même pas demandé comment j'avais obtenu les dossiers. Au lieu de ça, il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment. Ça m'a tordu l'estomac. Donc il savait. Il savait qu'elle me détestait, savait qu'elle était capable d'aller trop loin. Et il a fermé les yeux. Peut-être parce que c'était plus facile que d'affronter sa rage. Peut-être parce qu'au fond de lui, il espérait que je disparaisse pour maintenir la paix. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je lui ai juste dit ceci, j'en avais fini de prétendre que nous étions encore une famille. Je ne mettrai plus les pieds dans leur maison. Je ne lui adresserai plus jamais la parole. Et je contesterai chaque changement légal qu'elle essaierait de faire, à commencer par la propriété. Je me suis levé, prêt à partir. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Elle a fait la même chose à ta tante il y a des années. Elle lui est entrée dans la tête, l'a convaincu de lui céder sa maison. On a tous trouvé ça louche, mais personne n'a rien fait. Et soudain, ce dernier message a pris tout son sens. Tu n'as jamais été le seul. 3 semaines plus tard, j'ai déposé la contestation formelle. Mon avocate a envoyé le dossier à leur avocat. Mon frère a soumis une déclaration confirmant ce qu'il avait entendu. Jenna l'a fait aussi, une fois que je l'ai mise au courant. Et discrètement, une autre parente, la tante en question, a accepté de parler. Apparemment, elle était brouillée avec la famille depuis des années à cause de cette même femme. Il n'y aura pas de scène de tribunal spectaculaire. Il n'y aura peut-être pas de menottes. Mais le message est clair maintenant, et la pression légale monte. La maison est bloquée, la révision de la fiducie fait l'objet d'une enquête, et mon père, eh bien, je ne sais pas où il atterrira dans tout ça, mais je ne le protégerai plus. Le dernier texto que j'ai reçu du numéro inconnu disait ceci, tu as fait ce que le reste d'entre nous avait trop peur de faire. Merci. Je ne saurais jamais qui ils étaient, mais je suis heureux qu'ils aient dit quelque chose. Parce qu'un seul avertissement a suffi à tout changer. Et le poison qui m'était destiné a fini par l'exposer aux yeux de tous. Si vous avez suivi cette histoire folle et que vous voulez plus de drames et de rebondissements réels comme celui-ci, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer de vous proposer ces histoires, et croyez-moi, nous en avons d'autres, encore plus incroyables, qui arrivent. Merci d'avoir regardé.